Bienvenue dans le débat. Emmanuel Macron a descendu l'avenue des Champs-Élysées avant le début du défilé du 14 juillet. Le défilé qui a mis en exergue une armée prête au combat face à un monde plus brutal. Ce sont les mots du président français au lendemain de ses annonces d'une augmentation supplémentaire des dépenses militaires. 7 Français sur 10 approuvent l'augmentation du budget de la défense. Ce 14 juillet a eu lieu en présence du président indonésien. Alors on va y revenir. On va revenir sur ce défilé. Est-il différent des précédents parce que justement il y a un nouveau contexte géopolitique? Quels sont les grands défis pour l'armée française? Comment financer l'effort militaire? La France est-elle assez puissante? On va poser ces questions à mes invités. J'ai le plaisir d'avoir Julien Malizard à mes côtés. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste titulaire de la chaire économie de défense à l'Institut des hautes études de défense nationale et également enseignant à Paris 1. Bienvenue à vous. En face de vous, Patricia Lémonière est avec nous, grand reporter. Bonsoir Patricia. Bienvenue. Nous avons Jean-Louis Thierriot ce soir avec nous, député de Seine-et-Marne, LR, membre de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées, ancien ministre délégué aux armées et aux anciens combattants. Bienvenue à vous. Bonsoir. Et puis Jean-Paul Paloméros, général Jean-Paul Paloméros, bienvenue, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air et ancien commandant suprême allié de la transformation de l'OTAN. Bienvenue. Bonjour. Le traditionnel défilé du 14 juillet, il a eu lieu donc ce matin au lendemain des annonces d'Emmanuel Macron d'une hausse des dépenses militaires. Et pour la première fois d'ailleurs, l'armée de terre a traversé les Champs-Élysées. On fait un point en image. Montrer une armée prête au combat, plus que jamais. Consigne de ce défilé dans un contexte géopolitique menaçant. Les chars Leclerc, fleurons de l'artillerie française, des rampes lance-missiles, des drones tactiques. Au total, 5618 militaires ont défilé devant des spectateurs qui scrutent les moindres détails. C'est vraiment impressionnant de voir tous ces corps de l'armée défiler devant nous, sachant que c'est ma première fois, après 18 ans, enfin. C'est très impressionnant. Je suis fier que mon pays puisse construire ça et ait une capacité de se défendre et de rayonner comme ça dans le monde. Le spectacle est aussi dans les airs. Avec les célèbres avions de chasse Rafale, 34 hélicoptères et le traditionnel passage de la patrouille de France. Une armée au cœur du débat politique et budgétaire. Le chef de l'État a annoncé une hausse de 3,5 milliards d'euros l'an prochain, malgré les contraintes financières. Malheureusement, cette paix ne peut se défendre qu'en faisant en sorte d'être fort. Pour être précis, nous ne sommes pas martiaux, on veut tout simplement défendre notre liberté, nos valeurs contre les différentes menaces qui existent. En 10 ans, le budget de l'armée aura doublé. Un effort soutenu par la plupart des spectateurs du défilé. C'est important pour la paix, c'est important parce qu'il y a certains dictateurs qui ne comprennent que le rapport de force. C'est quelque chose qui me paraît logique dans le contexte international et des changements géopolitiques. Donc effectivement, ça ne me paraît pas aberrant. C'est sûr qu'il ne faut pas couper à des endroits où il y a besoin, notamment l'éducation et notamment l'écologie aussi. Et donc il faut arriver à faire mieux répartir chez tout le monde. Une note très exotique et colorée de ce 14 juillet, les coiffes de tigres ou de requins portées par les militaires indonésiens, invités d'honneur cette année pour célébrer un partenariat stratégique entre Paris et Jakarta. Seule fausse note dans ce défilé millimétré, la chute de ce cavalier et de sa monture juste devant la tribune présidentielle. Le défilé s'est achevé en bleu et en chanson pour célébrer les 100 ans du bleuet, emblème de soutien aux anciens combattants. Général Paloméros, je commence par vous. Qu'est-ce qu'il y avait de très différent aujourd'hui dans ce 14 juillet, dans ce défilé? C'est la première fois effectivement que l'armée de terre traverse les Champs-Élysées. C'est ça le contexte géopolitique et l'impact qu'il peut avoir sur ce défilé? Toutes les armées sont représentées systématiquement. Non, je crois que c'est ce que vous avez expliqué, c'est l'ambiance, si je puis dire. Tout ce qui a entouré ce défilé dans la préparation. On se souvient de la très récente intervention du général Bourka, chef d'état-major des armées, qui descendait le Champs-Élysées d'ailleurs auprès du président, et puis celle de notre président hier au soir.
Donc, c'est cet ensemble qui fait que ce témoignage de nos citoyens vis-à-vis de leur défense et surtout de ceux qui l'assument, les militaires, mais aussi tous les hommes et les femmes de la sécurité qui sont là pour assurer la défense, la résilience et la sécurité de notre pays, prennent une connotation différente parce que je crois que les Français, et vous venez d'en parler au travers d'un sondage, un sondage valent ceux qui valent, mais je crois que les Français commencent à prendre conscience du fait que vraiment, si on veut la paix, il faut vraiment préparer la guerre, il faut bien la préparer avec les armes adaptées, avec les budgets adaptés, mais aussi avec un sens de l'efficience pour que ça soit efficace, donc bien s'adapter au monde moderne et avoir surtout, et j'en finirai par là, des hommes et des femmes compétents, entraînés, motivés, comme c'est le cas aujourd'hui, et avec une réserve derrière elles aussi, qui puisse assumer les coups durs et qui assure cette résilience. Là où nous n'avons pas le nombre aujourd'hui, nous le savons et nous savons pourquoi, on pourra y revenir, il faut trouver des moyens d'assurer dans la continuité cette résilience. Peut-être dernier élément budgétaire, mais on y reviendra, c'est bien d'afficher les budgets, très honnêtement, et j'en ai vu défiler quelques-uns. Maintenant, après, il faut une sincérité. C'est-à-dire, si vous affichez 100% et que vous ne tenez que 70%, c'est désastreux pour l'ensemble de la chaîne. Donc, il va falloir suivre ça. Et ça, c'est le rôle du Premier ministre et d'une possible majorité. Mais c'est un sujet plus politique. Julien Malizard, il y a un changement d'échelle. Il y a un changement. En fait, le discours du président, il est dans la continuité de choix qui sont depuis une dizaine d'années d'augmentation des budgets. Ce qu'on constate, c'est que depuis 2016, qui est un peu le point bas du budget des armées, il y a une forme de remontée qui est difficile parce qu'évidemment, c'est des choix budgétaires qui sont parfois compliqués. Aujourd'hui, on est à peu près un tout petit peu plus de 2% du PIB dans la défense. Donc, en 10 ans, on a réussi à atteindre l'objectif qui était celui fixé par l'OTAN, au sein de l'OTAN, au sommet de Newport en 2014. Et sauf qu'aujourd'hui, on a un nouvel objectif. C'est-à-dire que cet objectif, c'est 3,5% du PIB dans la défense. Or, la loi de programmation militaire, avant les annonces du président de la République hier, nous amènerait a priori, d'après les calculs, à peu près à 2,3% du PIB en 2030. Donc en fait, il y a encore un effort budgétaire assez substantiel à faire pour atteindre ce nouvel objectif, pour le quantifier par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, on est à peu près à 60 milliards d'euros dans la défense. Si jamais on veut atteindre 3,5%, il faudrait atteindre 100 milliards. Patricia, c'est un changement d'échelle. Effectivement, il va y avoir un budget qui va être présenté par François Bayrou demain. Ce n'est pas facile de faire des choix dans une contrainte budgétaire très forte. Oui, c'est pas facile, mais ce qui n'est pas facile, c'est quand on voit aujourd'hui ce défilé où effectivement il y avait une brigade, la 7e, prête à se déployer sur le terrain. Enfin, tout ça a été pour un peu suivre effectivement cette montée en puissance qui a eu lieu tout au long de cette semaine vis-à-vis de nos forces armées. Mais ce qu'il faut bien que les Français se rendent compte, c'est si on a une armée effectivement opérationnelle, si on a une armée qui sait tout faire, on a une armée qui ne peut pas, dans la durée, mener une guerre de longue durée. Et ça, c'est très important. Et donc, cet effort budgétaire qu'on demande, qui est simplement le doublement en 10 ans, mais c'est déjà énorme, eh bien, cet effort budgétaire va dans ce sens, c'est-à-dire qu'il faut non seulement avoir une armée qui sait tout faire, qui est moderne, mais elle doit pouvoir durer. Et aujourd'hui, elle ne peut pas durer, ne serait-ce qu'en matière d'artillerie et dans plein d'autres domaines. Jean-Louis Thiriot, l'armée française peut-elle relever les défis à venir, justement? Est-ce qu'elle est assez puissante? Ou est-ce qu'on y va vers cette puissance? Il faut y aller. Je crois que la singularité de ce défilé, c'était une gravité où on a eu pour la première fois depuis longtemps le chef d'état-major des armées qui a fait une conférence de presse. Les propos du président de la République hier, c'est le nouveau contexte géopolitique qui commande. Le principe, c'est que si on veut éviter la guerre, il faut faire le choix de la puissance. On a eu des annonces et je veux les relativiser. Hier, le président de la République a souhaité des marches supplémentaires de 3,5 milliards. C'est très bien, mais je rappelle que ça ne fait que 0,1% du produit intérieur brut en plus. En clair, on est très très loin de l'économie de guerre. On remonte en puissance de manière ordonnée et cohérente pour l'objectif, et c'est ce que disait le général Paloméros, d'arriver à ce que le ministre Sébastien Lecornu appelait le poids de forme à 90-100 milliards. Ça veut dire que ces marches qu'on va franchir, si le Parlement
les votes et si le Premier ministre respecte les annonces du Président de la République, mais je ne pense pas que ça puisse être fait sans que le Premier ministre l'ait accepté bon gré mal gré, on avancera comme cela. Et je partage totalement ce que disait la précédente intervenante sur le fait qu'aujourd'hui, on n'a pas la masse, on n'a pas les stocks pour tenir dans la durée. Sachant que si demain, on devait avoir une confrontation militaire majeure en Europe, et la menace russe est évidemment la menace principale, nous serions en coalition avec tous les pays de l'Alliance. Donc c'est un chemin, on est au début du chemin, il a commencé en 2017, mais il durera nécessairement jusqu'en 2030 ou 2032, et ensuite il faudra le stabiliser. Ce qui est le plus terrible en matière de défense, ce sont les à-coups. C'est le début d'un effort continu. D'Emmanuel Macron, donc Emmanuel Macron qui a annoncé cette augmentation de dépenses militaires encore supplémentaire hier. Il a parlé d'une menace inédite, on l'écoute. Jamais, sans doute, notre liberté n'avait été si menacée. Liberté des peuples attaqués par les impérialismes et les puissances d'annexion. Liberté bafouée quand les règles de la guerre sont effacées, quand chacun s'exonère du droit international, quand l'espérance de la paix est anéantie, en Europe, au Proche et Moyen-Orient, comme en Afrique. Et quand il n'y a plus de règles, c'est la loi du plus fort qui l'emporte. Général Paloméros, vous partagez cette analyse, la loi du plus fort qui l'emporte, la Russie qui va constituer une menace avant 2030, ça c'est justement le chef d'état-major des armées qui l'a dit, qui fait d'ailleurs la Russie de la France une cible prioritaire. Vous partagez, vous reprendriez ces termes ? Et totalement, d'autant plus que vous l'avez rappelé, j'ai eu l'honneur d'être commandant suprême de l'OTAN pour la transformation et qu'en 2014, j'ai poussé cette idée qu'il fallait que les pays réinvestissent. Ça a été repris fort heureusement et les chefs d'État ont accepté cet objectif de 2% parce qu'on savait déjà, il y avait eu la Géorgie, on savait déjà l'Ukraine, bien entendu. Il y a un moment donné, on ne peut plus tourner les yeux, on ne peut plus faire semblant. Et là, on a des piqûres de rappel du côté américain qui nous dit on ne sait pas vraiment, un jour oui, un jour non. On ne peut pas vivre dans ces conditions, même si les Américains doivent rester nos alliés, et on le souhaite fortement. Et maintenant, cette prise de conscience, bon, je crois que tout a été fait pour que les Français comprennent ce qui est en jeu. Maintenant, il va falloir aller au bout, comme on le disait tout à l'heure. Il faut parler des hommes et des femmes de la défense quand même. Je trouve qu'on n'en parle pas assez finalement, leurs conditions militaires, tout ça. Alors, il y a des plans qui sont faits pour ça, mais il faut qu'ils vivent décemment aussi de leur métier. C'est un métier d'engagement, c'est un métier où ils risquent leur vie, on le sait. C'est un métier où c'est difficile d'élever des familles. Je ne vais pas pousser plus loin cette explication, vous la pressentez, vous la connaissez, mais ça c'est la clé vraiment. Regardez ce que font les Ukrainiens avec une très grande motivation. Maintenant, ils ont acquis du savoir-faire, ils sont très innovants, et ça c'est grâce à des hommes, des femmes qui sont hyper motivés. Alors évidemment, ils sont motivés par la guerre qui les touche directement. Eh bien nous, il faut qu'on arrive à motiver notre population avant que la guerre n'arrive, pour justement éviter qu'elle n'arrive. Alors justement, la France est-elle prête à faire face à ces nouvelles guerres ? On fait un point en images. Des chars, des canons redoutables, des avions de combat, des sous-marins, un porte-avions et la dissuasion nucléaire. L'armée française a aussi un savoir-faire acquis lors de nombreuses opérations extérieures. Mais la France est-elle armée pour faire face aux conflits actuels plus intenses ? À Kiev, la population est visée par les drones. Ces dernières semaines, jusqu'à 600 drones kamikazes par jour ont été envoyés par les Russes au cœur des villes. Et des nuées de drones tueurs menacent les soldats dans les tranchées en première ligne. Et dans une guerre comme celle-ci, la France pourrait-elle faire face ? Non, selon cet expert. La découverte du théâtre ukrainien, c'est tous ces petits drones pour l'infanterie sur le champ de bataille ou contre les chars. Donc là, c'est surtout l'armée de terre qui doit s'équiper de ce type d'équipement, à la fois pour détecter, à la fois pour intercepter et à la fois pour combattre et aller détruire les positions adverses. Nouvelle menace, ces attaques de missiles tirées depuis le Yémen par les milices houthis, soutien de l'Iran. En mer Rouge, il y a quelques jours, ce bateau libérien a été touché, écoulé. L'armée française est d'ores et déjà menacée par les Houthis et riposte depuis une frégate avec des tirs de missiles Aster. Mais la France en a-t-elle assez ? Son stock n'est que de quelques centaines et chaque missile coûte 1,5 million d'euros.
Et à l'heure où les nouvelles guerres ressemblent à cela, des pluies de missiles, comme lors de cette attaque iranienne vers Israël, nos systèmes terrestres de défense antiaérienne ne sont, eux, qu'au nombre de 8. Nous sommes dans un moment de trou capacitaire, car les choix du passé nous conduisent à devoir attendre 2026 et la nouvelle génération de dispositifs de défense sol-air. Et puis il y a les guerres hybrides, quand la Russie, par exemple, est accusée de sectionner les câbles sous-marins qui assurent 99% des liaisons Internet mondiales, suspectée aussi d'ingérence dans des élections ou encore de propagation de fausses informations. Dans ce domaine aussi, la France veut rattraper son retard et recruter du personnel très spécialisé. Julien Malizard, on voit, le défi quand même est très important. Doubler les dépenses de défense d'ici à 2027, ça va suffire. La technologie qui avance, il faut investir dans l'intelligence artificielle, dans les drones. C'est toute une panoplie. En fait, le doublement qui est annoncé, c'est un doublement en valeur nominale. Donc après, il faudra regarder aussi ce que ça veut dire en valeur réelle, c'est-à-dire une fois qu'on a enlevé l'inflation. Or, le coût des matériels augmente très fortement. Ça augmente plus vite que l'inflation civile. Et donc là, en fait, il y a un vrai sujet pour l'adaptation des forces armées françaises qui est, en post-guerre froide, a fait le choix de plutôt viser la technologie, donc très coûteux. Sauf qu'aujourd'hui, il faut se préparer à la fois à des menaces pour lesquelles ces outils sont indispensables, mais aussi se préparer à la masse. Et là, en fait, c'est d'autres types d'outils, c'est forcément ceux qu'on n'a pas forcément en stock, parce que c'est d'autres conditions. On parle des drones, par exemple, dont on a vu l'efficacité dans un certain nombre de théâtres en Ukraine. On parle beaucoup de la guerre des drones en Ukraine. Exactement. Et ça, en fait, c'est un levier d'investissement pour la France où on est, pour le moment, pas vraiment doté. Et donc, il va y avoir une vraie organisation, en fait, pour se préparer à la fois à la guerre de haute intensité, comme ça a été dit, pour lesquels les outils technologiques vont avoir une importance, mais aussi avoir de la masse. Et donc, il va falloir investir dans tout un tas de domaines qui sont très, très différents. Et à plus de ça, il va falloir rajouter aussi des nouveaux espaces d'affrontement. On a évoqué le sous-marin, par exemple, l'espace, le cyber. Et donc, en fait, c'est des technologies qui vont devoir s'additionner, des compétences qui vont devoir s'additionner par rapport aux compétences historiques dans les milieux terre-air-mer qu'on connaît de manière très traditionnelle. Et tout ça, enfin, je reviens encore sur la contrainte budgétaire, Patricia, puisqu'on a même une question d'une téléspectatrice qui s'interroge justement sur une potentielle année blanche que peut-être François Bayrou va mettre en avant demain pour financer une partie de ces 40 milliards qu'il cherche à trouver, parce que c'est ça qu'il veut faire, le Premier ministre, c'est trouver 40 milliards d'économies. Donc à un moment où effectivement on axe un peu tout sur le régalien aujourd'hui. Oui, alors est-ce que ça va se faire au détriment des dépenses sociales, des dépenses environnementales ? Les dépenses qui concernent le secteur de la défense sont sorties, pour l'instant, sont considérées comme sorties et pourraient être aussi financées en partie dans le cadre d'un grand package de l'Union européenne. Il faut voir que quand même nos capacités de défense ont été pratiquement divisées par deux entre 1990 et 2015. Donc on remonte de très loin, on n'est toujours pas arrivé finalement à reconstituer tout ça. Donc là... Et nos moyens, justement, notre budget, comme vous le disiez très justement, impacte forcément notre effort. Quand on voit notre effort, effectivement, nous, c'est d'arriver finalement à 60 milliards en 2027, pratiquement, et alors que l'Allemagne, c'est beaucoup plus, parce que l'Allemagne a énormément de moyens. L'Allemagne va pouvoir mettre une somme qui est de l'ordre de 162 milliards pour 2029. On n'a pas la même contrainte budgétaire. On n'a pas les mêmes contraintes que nous. Donc, effectivement, nous avons des difficultés, mais... je pense que les Français ont montré qu'ils étaient attachés à faire ces efforts. Et puis aussi, ça va être hors budget. Enfin, je veux dire, c'est pas hors budget, mais c'est classé en dehors, en tout cas. Jean-Louis Thériault, il va falloir faire des choix, justement, avec cette contrainte budgétaire qui reste très forte. Emmanuel Macron qui dit qu'il ne veut pas recourir à l'endettement. Il dit que ça doit être financé par plus d'activités, plus de production. Demain, on en saura un peu plus. François Bayrou pourrait parler d'une année blanche, mais enfin, ça ne suffira pas à financer tout cela. Ça reste tout de même encore peu d'argent. Donc, pas facile tout de même de faire des choix. Oui, je crois qu'il faut bien comprendre que la défense, c'est comme l'assurance habitation. Tant qu'on n'a pas de sinistre, on trouve que ça coûte toujours trop cher. Quand on a un sinistre et qu'on est mal assuré, on regrette de ne pas avoir payé l'assurance qui allait bien.
Moi, je ne suis pas Premier ministre, je ne vais pas anticiper sur les choix budgétaires du Premier ministre. La seule chose que je sais, c'est qu'aujourd'hui, même avec les marches qui ont été évoquées par le Président de la République, on est au minimum. Moi, je voudrais quand même, par rapport à tout ce qui vient d'être dit, rappeler deux éléments. Le premier, c'est que l'effort dont on parle est inférieur à ce que nous avons fait durant toute la guerre froide. On était en moyenne à 3,5% du PIB, ça a été rappelé, on est tout juste au-dessus de 2%. Et il faut rappeler que cet effort de défense n'a pas empêché ce qu'on a appelé les 30 glorieuses, c'est-à-dire la croissance économique de cette période. Donc, on n'est pas du tout dans des dépenses déraisonnables. Après, la vraie question, c'est comment on sort de l'addiction à la dépense publique, comment on fait évoluer notre modèle et à la marge, mais on ne peut pas être le pays qui dépense le plus en dépenses publiques et en plus ne pas arriver à financer notre défense. Le deuxième point sur lequel je veux rebondir, c'est que la dépense de défense est une dépense qui majoritairement s'investit dans les entreprises de l'industrie de défense française. C'est 4 000 entreprises, ce sont 200 000 emplois. Et ça peut aussi avoir un effet de boost sur les technologies et sur l'économie qu'il ne faut pas négliger. C'est un des rares domaines où, en matière de dépenses d'équipement et de recherche, et on parlait des nouvelles technologies, le quantique, l'intelligence artificielle, le spatial, les retombées dans le domaine de l'industrie civile sont très importantes. Enfin, et je crois que c'est un vrai défi qu'on a à relever collectivement, le professeur Alizard parlait de ce problème masse et technologie. Aujourd'hui, on doit impérativement avoir les deux. On a vu en Iran qu'on avait besoin d'armes de décision, ce sont les armes de haute technologie qui ont permis de désarmer la défense antiaérienne israélienne. Et puis, on a besoin de la masse. Et là, on doit inventer un nouveau modèle qui n'est pas exclusivement à base de stock. On parlait des drones. Vous savez, les drones qui volaient au début de la guerre en Ukraine, aujourd'hui, ils sont tous brouillés. Donc, ça veut dire qu'on doit être capable de remonter en masse en cas de besoin. Ça ne sert à rien de stocker des centaines de milliers de drones obsolètes. Ce qu'il faut, c'est des matériels pour encaisser un éventuel premier choc et donc l'éviter pour que l'adversaire n'ait pas envie de le tenter, et ensuite la capacité industrielle de remonter en puissance, et ça ne pourra être fait qu'en s'appuyant aussi sur les industries civiles. Je crois que dans l'effort actuel, et on le voyait avec l'acquiescement des Français à travers ce sondage, on peut transformer un défi en une véritable opportunité qui est de reconquérir ensemble une forme de puissance française et aussi une reconquête industrielle. Merci Jean-Louis Thiriot. On a eu un tout petit souci de liaison avec vous, mais c'est revenu. Général Paloméros, un mot tout de même aussi sur le recrutement. On pense que ce défilé du 14 juillet voulait aussi susciter des vocations. On a vu plus de 8 Français sur 10 qui se disent patriotes, ils aiment l'armée. Est-ce qu'il faut un retour au service militaire? Là, on parle d'un service militaire volontaire, mais il me semble que c'est pour des histoires de coûts. Est-ce qu'il faudra un service militaire comme avant? Le sujet est tellement difficile que vous avez remarqué que le chef d'état-major des armées a renvoyé justement la balle au président et aux politiques, et que pour l'instant, le président a demandé une nouvelle étude, si je puis dire. Ce n'est pas la première. Souvenons-nous, en 2017, son équipe avait proposé le service national universel. Moi, très honnêtement, je n'étais pas favorable dans les conditions dans lesquelles ça devait être fait. Ce à quoi j'étais forcément favorable, c'est un regain de citoyenneté, un regain de patriotisme depuis l'école jusqu'à l'engagement volontaire ou professionnel dans les armées et dans toutes les forces de défense et de sécurité. Donc c'est un sujet extrêmement lourd, et on voit d'ailleurs que les différents pays... Mais pardonnez-moi, Général, pourquoi est-il si lourd ce sujet? Parce que d'abord, il repose sur le fait qu'on a une lourde majorité de notre jeunesse qui est prête à adhérer à ce message en disant oui, nous sommes des citoyens français, nous sommes des citoyens libres, et cette paix et cette sécurité, nous le devons à nos anciens, et nous devons être à la hauteur de ce défi qui nous est posé très clairement aujourd'hui, en particulier par la Russie, mais par toutes les crises aujourd'hui autour de nous, c'est-à-dire faire
quelque part notre devoir de citoyen. Et on a des droits, mais on a des devoirs. Il faut inculquer quelque part progressivement cette idée qu'il ne peut pas y avoir de démocratie, il ne peut pas y avoir de nation s'il n'y a pas assez de devoirs. Et ces devoirs, il y a plusieurs manières de les remplir. Moi, je pense qu'il serait extrêmement difficile au plan moral, je ne sais pas, mais en tout cas au plan concret, physique, puisque j'ai vu la fin du service militaire et je sais ce que coûtait, mais aussi le bénéfice, hein, bien sûr, du service militaire par le passé, pour savoir aussi que nos armées maintenant sont concentrées sur leur mission. Elles ne peuvent pas dépenser les moyens qu'elles avaient par le passé pour former ces jeunes. C'est bien dommage. Je regrette qu'on n'ait pas réussi cette transition, dont acte, c'est l'histoire. Maintenant, il faut trouver une nouvelle forme. Et moi, mon avis, c'est qu'il faut doper au maximum la réserve. C'est ça qui va donner la vraie résilience, parce que les réservistes, c'est des gens qui sont entraînés, qui sont formés, qui sont volontaires. Et après, essayer d'entraîner le maximum de notre jeunesse. Mais penser avoir un service militaire universel, en tout cas pas aujourd'hui. Peut-être qu'on peut commencer à le programmer pour les 10, les 15 ans à venir, pourquoi pas. Mais c'est une œuvre de long terme. Il ne faudrait pas se rater, si vous voulez, ça serait pire que tout. Donc commençons, parce qu'il peut sembler le plus facile, et pourtant ce n'est pas si facile que ça. La réserve, une réserve opérationnelle, une réserve bien dotée, et une réserve qui soit là pour épauler nos armées, et ça serait déjà pas mal. Vous êtes d'accord, Julien Malizard ? Sur les aspects militaires de la chose, parce que le général Palleros connaît mieux ces sujets que moi, sur les aspects de coût, puisque c'est plutôt ça qui a été mis souvent en avant. On parlait de 5 milliards d'euros pour un retour au service national obligatoire. Ça serait l'estimation basse, semble-t-il, parce qu'il faudrait avoir des infrastructures pour accueillir les personnes. Donc, infrastructures qui ont été, pour une grande partie, libérées. C'est-à-dire qu'on a rendu des bases, on a rendu des régiments, des infrastructures auprès du monde civil. Donc, on n'en dispose plus. Et puis après, il faut les capacités d'encadrement. Les cohortes de jeunes qui seraient susceptibles de rejoindre les drapeaux, c'est à peu près 700 000 à l'heure actuelle. Donc, s'il faut accueillir 700 000, alors modulo, est-ce que c'est vraiment universel, c'est-à-dire hommes et femmes? Est-ce qu'il y a des capacités d'exemption? En fait, on voit que pour encadrer 700 000 jeunes, je ne sais pas quel est le taux d'encadrement, mais on peut imaginer que c'est plus du double, c'est presque le triple en fait, du format des forces armées aujourd'hui. Donc globalement, on n'a pas la capacité. La démarche progressive paraît être la plus sage. C'est plus sage. Et la réserve est un levier qui est souvent mis en avant, c'est-à-dire que à terme, et dans les propositions qui ont été faites dans la loi de programmation militaire en cours, c'est d'atteindre un réserviste pour 2 militaires d'actifs. D'ailleurs, au Danemark, Patricia, ils introduisent la conscription pour les femmes. Ça, c'est tout nouveau. Il y a des pays européens qui sont en train de réfléchir justement à toutes ces questions de service militaire. Mais je trouve que le général Palomero, dans sa première intervention, soulevé un point qui est très important. C'est effectivement l'état d'esprit et le moral et aussi la vie des militaires. Parce que le problème de notre armée, c'est qu'on trouve bien des militaires, en quelque sorte, prêts à s'engager, mais le problème, c'est de les conserver sur le temps. Et là, il y a une vraie attrition. Et il faut s'interroger sur cette attrition. Le général Palomero l'a souligné, il a dit que ça nécessiterait des études approfondies, mais c'est tout ce qui est question de vie, c'est question de global. Moi, j'ai suivi longtemps des soldats sur le terrain. Je peux vous dire qu'au bout d'un moment, certains pensaient à partir parce que les conditions ne leur permettaient pas finalement de durer, et aussi les propositions d'évolution à l'intérieur de l'armée leur semblaient bloquées. Donc il faut les revaloriser. Il y a beaucoup, exactement, il y a des questions à se poser, qui est évolution, salaire, mais c'est peut-être pas le plus important, c'est les perspectives que peuvent donner sur le long terme l'armée française à ceux qu'elle veut recruter. Et puis bien sûr, en second plan, après, la réserve. Et là, franchement aussi, il faut motiver une partie des trentenaires, et je ne suis pas persuadée que les trentenaires soient aussi enthousiastes que veut bien le dire le général. Général, vous vouliez réagir ? Non, l'enthousiasme, ça se suscite. Moi, voilà. Ce que je sais... Il ne faut plus d'un discours du président. Oui. Oui, moi, ce que je sais, c'est qu'il y a des réservistes, et j'en croise pratiquement tous les jours, en potentiel, que c'est compliqué aujourd'hui. Je le regrette de rentrer dans la réserve, que la réserve est une variable d'ajustement. Ce n'est pas normal. Soit on y croit, et c'est une partie totalement intégrante de nos armées, soit on n'y croit pas et on ne fait pas semblant d'y croire, si vous voulez. Je suis assez véhément en la matière parce qu'on déçoit des gens qui sont prêts à servir, mais qui ne trouvent pas en face forcément le répondant nécessaire.
C'est du professionnalisme de réservistes qu'il nous faut. C'est des réservistes professionnels, si vous voulez. La gendarmerie a très bien même franchi ce pas. Jean-Louis Thériault, vous voulez peut-être réagir là-dessus, sur la réserve? Oui, je partage totalement ce que dit le général Paloméros. Un réserviste ne s'use que si on ne s'en sert pas. Et je constate qu'aujourd'hui, tout simplement pour des raisons budgétaires, parce qu'on n'arrive pas à les solder, une fois que la formation initiale a été faite, on ne parvient pas à donner suffisamment de jours de réserve opérationnelle à des jeunes qui sont passionnés et qui ont envie de s'engager. Et quand vous vous êtes engagé et que vous n'avez pas de proposition de mission, eh bien, au bout d'un an, au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, vous les perdez et vous n'avez plus ces réservistes. Donc, évidemment qu'il ne faut pas faire semblant, évidemment qu'il faut aller beaucoup plus loin dans la professionnalisation des réserves, et ça me permet de rebondir, je ne l'ai pas dit au début, mais le général l'a dit, la richesse de nos armées, ce sont quand même d'abord les femmes et les hommes qui la servent, qui sont des gens qui ont pris le risque, rendons-nous compte ce que ça veut dire aujourd'hui, qui ont pris le risque du sacrifice de leur vie s'ils devaient aller au combat, ce qui est évidemment hors norme. Il y a un problème de solde, et notamment qui n'a pas été traité encore pour les officiers subalternes, et ce qui est vraiment un sujet, mais il n'y a pas que la solde. Il y a l'environnement général, on doit mieux s'occuper de la mobilité de la carrière des conjoints, on doit davantage aussi travailler sur la reconversion, sur des brevets. Je prends un exemple tout bête. J'étais il n'y a pas longtemps sur le porte-hélicoptère Tonnerre, où je discutais avec des pilotes de la LAT, et je découvre que les pilotes de la LAT n'ont pas nécessairement les brevets civils à la sortie de leur engagement. Typiquement, le genre d'élément de fidélisation qui doit être, vous restez un peu plus dans les armées, mais vous sortez avec ces brevets. Tous ces éléments-là, ça fait partie d'un écosystème qui fait qu'on garde le plus longtemps possible ceux qui ont accepté de s'engager. On n'a pas trop de problèmes par rapport aux Britanniques, par exemple, dans les recrutements initiaux. En revanche, on a un sujet de fidélisation. Après, vous avez 2 éléments auxquels vous ne pourrez rien. C'est que la rémunération, les soldes, même si on les améliore, de toute façon, resteront éloignés de ce que peut offrir dans un certain nombre de cas le secteur privé. Et puis, les contraintes de la vie militaire, il y a un moment, quand vous avez fondé une famille, eh bien, où l'engagement, comme on le demande à nos militaires, devient très difficile. Donc, c'est un équilibre à trouver. Et puisque nous sommes le 14 juillet, je veux quand même dire un mot. Nous célébrons aujourd'hui les 100 ans du Bleuet de France, qui est une association qui a été créée pour soutenir les blessés, les pupilles de la nation. Et je tiens à dire un mot parce qu'ils font un travail extraordinaire. On l'a célébré sur les Champs-Élysées, et ne pas abandonner, ne pas oublier ni ces morts, ni ces blessés, ça fait aussi partie des valeurs de l'armée française. Voilà, on les salue. Alors, sur l'Europe, est-ce qu'elle est en marche vers un réarmement? On parle beaucoup de la France, mais c'est beaucoup plus global. Donc, je parlais du Danemark, l'Allemagne, vous en parliez il y a un instant, Patricia, qui va aller jusqu'à 160 milliards d'euros en 2030 pour devenir la première puissance militaire conventionnelle européenne. Julien Malizard, le fait que ça soit plus global, ça va donner aussi un peu une marge de manœuvre financière. Il y a ce nouvel instrument de 150 milliards d'euros avec la condition de respecter une préférence européenne. Ça va marcher, ça? Alors, il y a effectivement un sujet européen qui est manifeste, parce que de toute façon, pour répondre à un certain nombre de menaces, et en particulier la menace russe, la taille de l'Europe est la bonne taille pour faire face à cette menace. Et là, en fait, aujourd'hui, il y a un certain nombre d'instruments qui ont été proposés. La présidente de la Commission a annoncé un plan de 800 milliards d'euros, dont 150 milliards qui est réservé à un emprunt qui serait proposé par la Commission pour donner des ressources nouvelles aux pays. Alors après, ce serait des prêts de la part de la Commission aux États, mais ça serait des ressources nouvelles. Et dans le deuxième partie de ce paquet... Est-ce que c'est à la hauteur c'est beaucoup et pas beaucoup. C'est-à-dire que 150 milliards, c'est peu ou prou la moitié de ce que dépensent aujourd'hui les Européens. Mais aujourd'hui, les États-Unis dépensent presque 1000 milliards de dollars. Les Européens sont à un peu plus de 360. Et la Russie, en parité de pouvoir d'achat, c'est-à-dire une fois qu'on compense les différences de niveau de vie entre la Russie et les pays européens, elle est à 400 milliards. Donc on voit ici que c'est beaucoup à l'échelle européenne, dans un moment où l'Europe faisait historiquement assez peu sur ces questions, mais c'est peu à côté de la Russie. Mais c'est peu par rapport à certains ordres de grandeur qu'on connaît aujourd'hui.
Et le point essentiel, à mon avis, c'est la proposition qui est faite dans le plan qui est proposé par la présidente de la Commission européenne, c'est d'assouplir les règles du pacte de stabilité et de croissance qui vont permettre aux États européens de retirer la défense nationale d'une partie du calcul du déficit public, ce qui va donner une marge de manœuvre, sauf que du fait, ça ne sera pas coordonné, c'est-à-dire que ce sera les États européens, chacun individuellement, qui vont utiliser les ressources budgétaires pour les dépenser comme ils le souhaitent, dans un contexte où on a peut-être besoin de coordination au niveau européen pour éviter d'avoir tous les mêmes systèmes d'armes, ou en tout cas comment faire de l'intégration dans ce contexte. Historiquement, c'est plutôt fait au sein de l'OTAN, mais ça pose cette difficulté-là aussi, le lien transatlantique. Alors l'OTAN, on va y revenir parce qu'il y a eu cette réunion de Donald Trump aujourd'hui avec Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, avec une annonce d'aide américaine à l'Ukraine. Donc Donald Trump nous a fait une véritable volte-face aujourd'hui, puisque il va envoyer, donc les États-Unis vont envoyer des patriotes à l'Ukraine. Il demande à Poutine de trouver un accord, il lui donne 50 jours. Tout ça, ça date d'il y a quelques heures. Et ce qui est intéressant tout de même, c'est que Patricia, il a tout de même dit, Donald Trump, que c'est l'Europe qui devait les acheter, ces armes, donc les financer. Donc on voit un petit peu les contraintes européennes. Finalement, ils vont aider l'Ukraine, les Américains, avec du matériel américain, donc les patriotes et d'autres, et financé par les Européens. Ça, c'est le nouveau modèle. C'est le modèle que Mark Rutte avec Donald Trump se sont mis d'accord sur cette histoire-là, j'ai envie de dire. Parce que c'est vraiment un discours qui est aussi pour sa population. C'est-à-dire qu'en disant à sa population « cela ne nous coûte rien, au contraire, cela nous enrichit », il vend finalement un changement total, enfin un changement relatif, j'ai envie de dire, de position. Et je dis bien relatif de position, parce que qu'est-ce qu'il fait en disant effectivement ça? Ça va être les Européens, en particulier les Allemands, les Espagnols qui ont aussi des patriotes, qui vont donner leurs vieux patriotes, et grosso modo, les Allemands après vont acheter des patriotes neufs aux États-Unis, donc ça va faire marcher l'armée américaine. Ça, c'est pour finir ça. Mais les 50 jours, il dit, on va faire ça très rapidement, là, et je donne 50 jours à Vladimir, mon ami Vladimir, avec qui je m'entends très bien, avec qui les conversations sont formidables, insiste-t-il, mais qui me ment quand même. Donc on n'est pas très de loser aussi. Mais donc, je donne quand même 50 jours à Vladimir Poutine. Mais qu'est-ce que c'est ces 50 jours? C'est remettre à septembre. Remettre à septembre, c'est après on se bat plus. Vous savez, à l'automne, on arrête, c'est moins, enfin on se bat plus, c'est moins important. Et c'est surtout pendant ces 50 jours, qu'est-ce que va faire Vladimir Poutine? Au lieu de chercher à négocier, il va continuer à grignoter. Il va vouloir, c'est lui donner un blanc-seing pour continuer l'offensive et la mener à terme. Donc, si vous voulez, je trouve que ce revirement de Trump n'en est pas un. En fait, il gagne de l'argent, il vend son évolution à sa population et il reste toujours quand même dans un rapport positif avec Vladimir Poutine en espérant avoir un deal à la fin de ces 50 jours et en le laissant grignoter du terrain pendant 50 jours. Franchement, donc sur vous le pensez terrain... pas que c'était un soulagement pour les Ukrainiens tout de même? Non, les Ukrainiens, d'abord, ils se disent, quand est-ce que ça va arriver? Parce qu'apparemment, d'après Donald Trump, effectivement, c'est tout le système qui est promis. C'est-à-dire les lanceurs, les missiles, etc., les radars. Ça serait Mais c'est ce qu'il a dit aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer demain? Qu'est-ce que vont livrer les Allemands? Que vont livrer les Espagnols? Vont-ils en livrer? Tout ça reste quand même très confus et très flou. Donc, attendons, parce que l'homme nous a habitués à changer... Oui, oui, même aujourd'hui, c'était déjà un sacré changement. Général Paloméros, vous voulez réagir là-dessus, sur justement cet affichage de Trump d'aider finalement les Ukrainiens en passant par l'OTAN et en faisant en sorte que ce soit les Européens qui financent? On ne peut pas se plaindre du revirement, si vous voulez. On a trop tiré sur Donald Trump en espérant, à l'époque c'était un espoir qu'il change de camp et qu'il revienne à un certain bon sens en disant mais regardez où sont les vrais agresseurs, où est la vraie menace. Et progressivement, semble-t-il, il y arrive. Jusqu'où ça va l'amener? Ça, c'est la bonne question. D'abord, primo, il n'y a pas que les patriotes dans la vie, si je puis m'exprimer ainsi. Quand Vladimir Poutine lance des centaines de drones en grappe, ce n'est pas le patriote qui va lutter contre ça. Donc, il faut aussi trouver d'autres moyens. Et quand je dis ça, je dis que rien n'est joué aujourd'hui pour les Européens et qu'ils sont face à un vrai défi. Le vrai défi,
pour le simplifier au maximum, c'est que les 3,5% qu'on va leur demander ne tombent pas directement, et vous l'avez dit plus ou moins, ne tombent pas directement dans les caisses des industries américaines. Et je suis inquiet. Pourquoi? Parce qu'on commence à voir, en particulier du côté allemand, et vraiment, je soutiens l'effort de défense allemand, c'est vraiment un moteur de l'Europe, d'une défense de l'Europe, mais il y a des grandes sociétés allemandes qui sont en train de tisser plus que des partenariats avec des sociétés américaines et qui font rentrer en quelque sorte le loup dans la bergerie, et ça va être extrêmement difficile de l'en sortir. Il y a des sociétés, pour les nommer comme Anduril, qui sont connues maintenant, qui ont pignon sur rue dans les drones et dans l'intelligence artificielle à vocation opérationnelle. Attention, il ne faut pas que l'Europe rate le virage de cette modernisation. Et si elle sert à quelque chose, si ces fonds d'investissement servent à quelque chose, c'est bien pour doper notre connaissance, doper notre savoir-faire, faire passer aux PME, faire passer aux start-up le degré nécessaire pour qu'elles prennent leur place, comme l'a fait, je citais Anduril aux États-Unis, et bien d'autres sociétés qui se sont construites sur la base effectivement de l'investissement de défense et qui ont ensuite essaimé et qui ont pignon sur rue maintenant en Europe et qui vont être très difficiles à déloger. Donc là, vous dites attention général. Alors, il nous reste 1 minute. J'ai une nouvelle question d'un téléspectateur. Est-ce que la France actuelle peut tenir tête face à une guerre surprise, comme ce fut le cas de l'Iran face à Israël, et surtout sans ses alliés stratégiques? C'est pour vous, hein, général. Il faut remettre le débat dans son ensemble. On fait toujours partie notre défense reposait sur la dissuasion nucléaire, tout le monde l'a compris, 2 composantes crédibles et, je dirais, efficaces. Une appartenance à une alliance atlantique avec cette idée profonde, cet engagement profond de défense collective et une capacité effectivement à se projeter. Bon, c'est tout ça qu'il faut maintenant mettre en phase pour qu'on ait, comme ça a été dit parfaitement par Monsieur le ministre, c'est plus de profondeur, et être capable de faire plus d'efficience aussi. Ça, c'est important dans notre effort de défense. Il faut qu'on soit efficient, que chaque euro rapporte et que chaque euro soit bien ciblé sur une capacité qui est en phase avec les besoins opérationnels d'aujourd'hui. Donc pour l'instant, c'est non, si on répond à la question. Oui, quand même, c'est non. Merci beaucoup. Général Palomero, Jean-Louis Thiériot, merci d'avoir participé à cette émission. Je sais que... Oui, ok, une minute, 30 secondes alors, hein, Jean-Louis Thiériot. L'enjeu, c'est d'avoir une industrie européenne qui produise pour les Européens, qu'on ne devienne pas des sous-traitants américains. C'est une révolution culturelle, économique et militaire qu'on doit avoir. Tout ce jour-là, l'argent des Européens et des contribuables français et européens pour les industries européennes. C'est pas gagné, mais il faut se battre pour ça. C'est pas gagné, il faut se battre. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous à distance. Donc Jean-Louis Thiériot également, Général Paloméros. Merci beaucoup Patricia Alimonière. Merci Julien Malizard. Merci à vous. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous retrouvez l'émission sur les réseaux sociaux et en podcast.